Aujourd'hui, un phishing bien fait peut même piéger un expert. Il faut accepter qu'on aura toujours au moins un collaborateur qui finira par cliquer. On ne doit pas chercher à tout prix à éviter que quelqu'un se trompe, mais on doit plutôt construire un système qui fait qu'une erreur humaine ne va pas suffire à engendrer une attaque qui va impacter l'ensemble du système d'information. Ce qui était réservé un temps à la criminalité sophistiquée, criminalité organisée, est aujourd'hui à la main du délinquant d'opportunité. L'IA ne doit pas être décisionnaire, c'est une aide à la décision et doit toujours avoir un contrôle humain. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série du monde de la cyber, également diffusé sur le podcast Le Monde de l'IA. Aujourd'hui, je suis au Active Summit, le sommet dédié à la cybersécurité organisé par République Cyber à Chantilly. Et je suis accompagnée de Jérôme Durand, directeur général de République IT. Bonjour Jérôme. Bonjour Leslie. Merci pour l'invitation à cet événement qui sort complètement du lot par rapport aux autres événements auxquels j'ai pu assister. Alors déjà, nous sommes ici dans un cadre exceptionnel, au Grand Pavillon à Chantilly, et nous sommes entourés des plus grands experts en cybersécurité. Jérôme, toi, tu fais partie des organisateurs. Est-ce que tu peux présenter le sommet, ses objectifs, nous donner quelques chiffres clés pour qu'on puisse s'y projeter? Écoute, oui Leslie, alors c'est la 6e édition du Active Summit et c'est une première à Chantilly, puisque d'habitude on le fait à Deauville avec le groupe Barrière. Et écoute, c'est toujours un plaisir de faire cet événement parce qu'il y a énormément d'événements sur la cybersécurité. Et justement, le positionnement d'Active Summit, c'est vraiment d'avoir un espace d'échange, de débat, sans langue de bois. Et je pense finalement, il y a beaucoup d'événements, mais je me rends compte que à force de côtoyer les ciseaux, ils ont peu d'espace, de liberté pour vraiment se dire les choses. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la fonction du ciseau, elle est extrêmement compliquée. Ils doivent tout gérer, la résilience, la cybersécurité. On en parlait tout à l'heure, la géopolitique, l'intelligence économique, c'est des sujets qui doivent opérer en interne. Et sur 2 jours, donc les 12 et 13 mars, c'est quasiment plus de 80 ciseaux. Une trentaine de partenaires aussi, parce que l'objectif de l'événement, outre les échanges et l'intelligence collective qui en sort, c'est des rencontres de qualité. Et donc, on a le plaisir d'accueillir sur 2 jours à peu près 150 participants. Eh bien, nous sommes donc ici à Chantilly pour cette édition. Pourquoi avoir choisi ce lieu aux portes de Paris ? Alors écoute, déjà, moi j'ai effectué le repérage alors j'étais pas tout seul, mais il y a à peu près 18 mois. On a eu un petit coup de cœur pour cet hôtel qui est assez smart, dans un environnement plutôt bucolique et agréable. Et c'est vrai qu'on est pas trop proche de Paris, en même temps pas trop loin, donc on a un peu plus d'1 heure. Et c'est bien finalement, parce que si on reste vraiment dans le vase clos de Paris, on n'a pas vraiment le sentiment de sortir un peu la tête du casque, j'ai envie de parler ainsi, et de sortir un peu ses chakras. Et là, on a 1 heure de Paris, dans un environnement qui est agréable et qui permet, je trouve, de s'aérer et de trouver vraiment un espace de liberté, de détente aussi. Alors, c'est donc parti pour 2 jours de rencontres, de conférences, de débats et de moments conviviaux. Quelles sont les thématiques qui vous préoccupent cette année ? Alors tu sais qu'on on co-construit les ateliers débat avec un comité de pilotage, donc une quinzaine de personnalités, d'experts, de ciseaux qui nous ont accompagnés. Je pense que les trois sujets vraiment stratégiques, ça reste, c'est d'actualité, la souveraineté, la géopolitique au sens large. C'est-à-dire comment gérer aujourd'hui, au niveau de son entreprise, des choix de techno, des positionnements, et sachant qu'on est dans un monde hyper incertain, hyper fragmenté. Donc c'était un sujet extrêmement structurant. Le deuxième sujet aussi, c'est la résilience. On a eu beaucoup de sujets. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas de savoir si on est attaqué, tout le monde est attaqué, c'est de savoir à peu près quand, et surtout quand on est attaqué, comment on refonctionne derrière. Et c'est pas tant un sujet cyber et IT, c'est aussi un sujet business. Et le troisième sujet qui rejoint aussi la géopolitique, c'est l'évolution de la fonction du ciseau. Comment il intègre finalement l'intelligence économique, comment il intègre les sujets de géopolitique, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est aussi l'évolution du ciseau qui, je pense, a beaucoup évolué en 10 ans. Et c'est une fonction extrêmement compliquée, j'aimerais pas être à leur place.
Alors pour cet épisode, on a choisi de faire un focus sur le thème du grand débat, le Build Talk, qui est consacré à l'IA. L'IA qui élargit la surface d'attaque de nos infrastructures et qui nous met face à de nouveaux impératifs de sensibilisation. Pourquoi avoir choisi cette thématique et quelle est ta vision, toi, de ces enjeux ? Alors effectivement, on a décidé, alors tu as vu, j'en ai pas parlé avant dans les ateliers débat, on a sujet de l'extraire, de le sortir, d'en faire une vraie table ronde. Alors, je vais faire une lapalisse, hein. C'est sûr que tout le monde aujourd'hui gère l'IA dans son quotidien perso, dans son monde professionnel. Mais l'intérêt aussi de l'IA dans la cybersécurité, c'est comme ça qu'on l'a aussi, qu'on va l'animer dans la table ronde. C'est certes, c'est un actif stratégique, c'est-à-dire aujourd'hui, si je prends pas le train en marche, potentiellement je suis complètement exclu et il faut que j'intègre complètement l'IA dans mes pratiques, dans mes solutions de cybersécurité. C'est comment j'identifie les nouvelles menaces qui intègrent l'IA avec les deepfakes, tout ce qui se passe autour de la désinformation. Et c'est pour ça qu'on a invité aussi le général Perrault, qui est complètement en lien avec ces sujets-là. Et puis, comment j'intègre aussi l'IA pour face à ces attaquants, comment j'intègre l'IA dans mes défenses. Comment je gère une IA, une cybersécurité défensive, et comment je peux me prémunir en effet de ces attaques. Donc, il y avait quand on a constitué le comité de pilotage et on était tous d'accord finalement pour se dire il faut en faire une table ronde d'1 heure avec différentes personnalités, des CISO qui intègrent l'IA dans leur quotidien, comment ils opèrent face à ce risque. Alors, plusieurs intervenants vont se succéder dans cet épisode pour évoquer ce sujet clé. Peux-tu les présenter, s'il te plaît ? Écoute, oui, on a 8 intervenants, mais je voudrais faire un focus sur 3 d'entre eux. Donc déjà, on a eu Général Patrick Perrault qui nous fait l'amitié de sa présence, qui est expert IA au sein de la Gendarmerie nationale et qui va nous donner un certain nombre de clés et nous amener sa vision sur l'IA tel qu'il le perçoit au niveau des deepfakes, de la désinformation. Donc ça va être extrêmement intéressant pour notre audience. Après, il y a un volet quand même extrêmement important qui est le volet réglementaire. Et on a la chance effectivement d'accueillir Garance Mathias, avocate, également membre du CLUSIF, et qui a rédigé plusieurs ouvrages sur l'IA Act, mais pas que. Donc c'est intéressant également d'avoir sa perception, sa grille de lecture. Et puis enfin, Freddy Ilmaleh, qui est groupe CISO d'Invivo Group, qui a lui plutôt la caution d'un CISO en prise au quotidien avec ces sujets IA. Et donc, voilà, on a un florilège de personnalités extrêmement différentes et ça va nous permettre de rentrer vraiment dans le fond du sujet. Alors, il y a une règle au Active Summit qui est la suivante. Ce qui se dit ne sort pas du Active Summit. Pourquoi c'est important d'avoir un lieu d'échange confidentiel dans le secteur de la cybersécurité ? Écoute, je reprends un petit peu ce que je disais en préambule. Nous, le format, il se veut délibérément restreint, à taille humaine. Je pense que, pour finir là-dessus, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de techno, c'est génial. Les CISO, c'est les premiers à utiliser de la techno. L'important, c'est l'humain. Et qu'est-ce qu'on fait des échanges, comment on crée de l'interaction, comment on arrive à progresser collectivement. Et je pense, en effet, et qu'on peut se dire les choses quand il n'y a pas de reprise. Alors, on a un média, on a beaucoup d'éléments vidéo, parce que c'est important aussi. Voilà, mais je pense que c'est bien aussi de pas d'avoir la règle du Chatham House, comme on dit, d'être entre nous. Et je pense que ça libère les gens de savoir que ce qu'ils vont dire à un moment donné va pas être repris dans un post LinkedIn, va pas être repris dans un média, va pas être repris en vidéo. On a tous besoin de ces moments un peu d'intimité. Et je pense qu'on essaie de répondre pendant 2 jours au Active Summit à cette envie, cette volonté, en tout cas, qu'ont les CISO et les partenaires d'avoir cet échange-là en toute intimité. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme, pour cette introduction. C'est merci, parti Leslie. Pour le Active Summit. Merci aussi pour ta confiance, puisque j'ai le droit de faire sortir certaines informations du Active Summit via cet épisode qui sort donc sur mes 2 podcasts, Le Monde de la Cyber et Le Monde de l'IA, puisque, vous l'avez compris, le sujet du jour est à la croisée de ces 2 mondes. C'est parti. Bon événement, Jérôme. Merci, Leslie. L'IA a bouleversé notre quotidien et avec elle sont apparus de nouveaux risques pour nos citoyens comme pour nos entreprises. Alors quels sont-ils ? Aurions-nous pu les anticiper ? Comment nos forces de l'ordre s'organisent-elles pour faire face ? Quels sont nos moyens d'action d'ailleurs pour y faire face ? Je suis ici avec le général Patrick Perrault, inspecteur général de la Gendarmerie nationale, ancien coordinateur pour l'IA.
Bonjour Général. Bonjour Leslie. Alors merci beaucoup d'avoir accepté cette interview au cœur du Active Summit. Alors on sort du Big Talk, cette conférence phare du sommet, durant laquelle vous évoquez ces nouveaux risques cyber liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors de quels risques parlons-nous ici exactement ? Alors peut-être en propos liminaire, je ne vais pas aborder un risque technique pour commencer, mais plutôt un risque organisationnel. Je pense qu'aujourd'hui, le risque majeur est l'incapacité des entreprises, comme des organisations, à ne pas s'adapter à la célérité de l'IA. Parce qu'en fait, l'IA a des nouvelles méthodes chaque jour, et c'est un vrai défi de pouvoir être à la hauteur de cette évolution-là. D'un point de vue un peu plus technique, l'IA, en fait, est un démultiplicateur et un accélérateur de processus. Et pour les délinquants également. Et c'est un vrai risque, c'est-à-dire que ça accroît la surface d'attaque des délinquants par la fonction d'automatisation des attaques et une démocratisation à l'accès. C'est-à-dire que ce qui était réservé un temps à la criminalité sophistiquée, criminalité organisée, est aujourd'hui à la main du délinquant d'opportunité. L'IA génère également de nouveaux risques. Les nouveaux risques peuvent toucher les données, ce qu'on appelle les données d'apprentissage de l'intelligence artificielle, peuvent toucher les modèles de l'intelligence artificielle, peuvent toucher la sortie d'un système d'intelligence artificielle. C'est quoi ces risques ? Un risque, c'est par exemple l'empoisonnement des données. On peut contaminer les bases de données. Un risque, c'est la génération de fausses informations via des deepfakes. Un risque, ce sont ce qu'on appelle les attaques adverses. Les attaques adverses, c'est la génération d'un bruit optimisé pour fausser l'interprétation d'un système d'intelligence artificielle. Vous pourrez demain confondre un panneau stop avec un panneau à 110 km/h, imaginez les dégâts. Et puis, les risques, c'est aussi le manque de protection de cette fameuse IA générative qui irrigue aujourd'hui nos quotidiens. Cette IA générative, quel que soit le modèle que vous utilisez, elle est souvent peu protégée. Et par ailleurs, il y a également ce qu'on appelle de l'IA générative presque malveillante. Vous savez, on a le web et le dark web. J'ai tendance à dire qu'il y a les LLM, les Large Language Models, les larges modèles de langage, et le Dark LLM. C'est-à-dire que vous y trouvez la capacité à générer des faux malwares, des faux virus, des fausses campagnes de phishing, des fausses arnaques à la romance. Il est devenu plus facile de devenir cybercriminel. Et concrètement, pour quelqu'un qui nous écoute, en quoi est-ce que l'IA les rend plus dangereux aujourd'hui qu'il y a 2 ans ? Alors, ils sont plus dangereux parce qu'en fait, l'IA facilite l'accès à des techniques à laquelle ils n'avaient pas accès auparavant. Ils sont plus dangereux parce qu'aujourd'hui, l'IA leur permet d'être plus rapide, leur permet d'automatiser leurs process et de les rendre plus anonymes. Ça, c'est un enjeu aussi, parce que ce qu'on commence à voir apparaître aujourd'hui et qu'on va avoir de plus en plus, c'est l'autonomie des systèmes d'intelligence artificielle. De la même façon qu'on a des essaims de drones, demain, on aura des essaims de systèmes d'attaque. C'est-à-dire que... C'est possible d'entraîner une IA à attaquer et qu'elle attaque sans l'aide d'un humain ? Alors, c'est possible effectivement que l'IA attaque sans l'aide d'un humain, mais surtout que des malwares ou des bots, des robots, comme on appelle ça dans le champ cyber, communiquent entre eux pour contaminer votre système d'information et rendre les choses crédibles alors qu'elles sont totalement fausses. Donc ça, c'est vraiment un risque à venir à très court terme. Et ça interroge même sur la responsabilité pénale de ces criminels, parce que jusqu'à quel point c'est l'IA ou le criminel qui est derrière. Donc ça doit nous interroger. Et il va falloir qu'on ait une réglementation qui se stabilise, parce qu'aujourd'hui, on a la réglementation européenne qui définit un certain nombre de règles sur l'usage de l'intelligence artificielle, mais il faut qu'elle se stabilise de façon à ce que ces règles soient bien établies pour mieux lutter contre l'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle. Et après, ce dont il faut avoir conscience aussi, c'est d'éviter que les défenseurs des systèmes d'information n'aient pas une mauvaise connaissance de l'IA. C'est-à-dire que l'IA peut être utilisée pour protéger les systèmes de façon autonome, là aussi, face à des attaquants qui utilisent des IA autonomes. Alors vous avez été coordinateur IA pour la Gendarmerie nationale et conseiller IA au sein du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Comment est-ce que vous avez vu évoluer l'IA ces dernières années depuis ces 2 fonctions ? Alors, j'aurais presque tendance à dire que mon parcours ressemble à cette évolution de l'intelligence artificielle. Vous savez, j'ai été nommé coordonnateur pour l'intelligence artificielle en 2020. C'était le temps où il fallait construire une stratégie en matière d'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle, il ne faut pas que ce soit un cumul d'applications
si on n'a pas de vision stratégique, si on ne prépare pas le futur, si on ne prépare pas l'avenir. Il faut savoir où l'on va avant de développer des applications. Justement, en 2020, le grand public n'avait pas encore accès à l'intelligence artificielle. Alors, le grand public avait accès à l'intelligence artificielle, mais pas à l'intelligence artificielle générative. Qui a explosé effectivement fin 2022, début 2023. Et c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que pour beaucoup, l'intelligence artificielle est apparue en 2023 et ils se sont dit, mais que faisons-nous ? Oui. Personne n'était prêt. Personne n'a été formé. N'était prêt. Et ça a généré un engouement un peu néfaste. C'est-à-dire que tout le monde a voulu mettre de l'IA partout, et ce n'est pas la solution de mettre de l'IA partout. L'IA, elle doit être utilisée de façon pertinente là où on en a besoin. Sinon, on accroît les vulnérabilités cyber. Quand on internalise des systèmes qui viennent de grands modèles de langage, qui sont américains, qui sont chinois, ou qui sont des Émirats arabes unis ou ailleurs, on fragilise nos systèmes d'information. Et ça, c'est un vrai enjeu, à mon sens, pour demain. Ensuite, j'ai été conseiller IA au commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, parce qu'effectivement, l'IA irrigue dans le champ cyber. Et là, c'était important de pouvoir aussi se préparer à faire face à cette montée en puissance de l'IA dans le champ cyber. À ce titre, on a créé un groupe de travail au sein du campus cyber avec le Hub France IA, où on a édité un ouvrage qui s'appelle l'analyse des systèmes, l'analyse des attaques des systèmes d'information de l'IA. Et c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on a regroupé les communautés. Et ça, c'est un enjeu qui me paraît là aussi important. Et vous savez, aujourd'hui, je suis inspecteur général de la gendarmerie nationale parce qu'en quelque sorte, c'est la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape de la confiance, l'audit, l'évaluation des systèmes d'intelligence artificielle. Pour une institution comme la gendarmerie nationale, exploiter l'IA peut prêter à défiance vis-à-vis du citoyen. Il est essentiel que cette institution apporte des garanties aux citoyens via l'audit, via l'évaluation de ces méthodes d'intelligence artificielle. Donc vous êtes formé à l'IA très tôt, avant que l'IA arrive sur le marché et soit accessible aux citoyens, au grand public comme moi. Comment est-ce qu'on explique que les forces de l'ordre se soient préparées aussitôt à l'arrivée de l'intelligence artificielle ? Alors, en réalité, l'IA était déjà accessible au grand public, mais le grand public ne l'utilisait pas. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat en 2005, donc sur des IA, alors que les méthodes actuelles n'existaient pas et certaines ne fonctionnaient pas. Il était essentiel pour la gendarmerie d'anticiper sur ces domaines-là. Vous savez, la gendarmerie, elle a une politique d'innovation, elle a une politique de formation de ses personnels aux technologies de demain pour justement préparer le futur, justement préparer l'avenir, parce qu'on est face à une population de nos criminels qui est extrêmement imaginative. Et donc, on a ce besoin en permanence de se projeter vers le futur. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, dès 2005, j'ai réalisé ce doctorat avec cette idée. À l'époque, c'était dans le domaine de la police technique et scientifique. Mais au fur et à mesure des années, et entrecoupé des temps de commandement, où j'ai pu voir sur le terrain un certain nombre de besoins, appliquer cette connaissance à des champs particuliers qui peuvent être le renseignement criminel, l'assistance aux gendarmes, globalement la lutte contre la criminalité, la lutte dans le domaine de la police judiciaire, la lutte dans le domaine du renseignement. Et je crois qu'aujourd'hui, la gendarmerie est forte d'un certain nombre de personnels formés en intelligence artificielle pour encore anticiper les phénomènes de demain. Mais vous savez, on commence déjà à former nos personnels au quantique. C'est très rassurant en tout cas. Alors qu'est-ce que vous regardez dans l'IA pour être sûr qu'elle soit conforme à notre législation, aux usages que peuvent en faire les citoyens ? Alors, cette façon d'auditer, en fait, elle est très large. Elle est en construction. Elle est très large, ça veut dire qu'on ne regarde pas que la technique du système. On ne regarde pas que la conformité à la réglementation, on regarde l'organisation, comment est priorisée, comment est gouvernée l'intelligence artificielle. Quel est le niveau de performance de ceux qui sont à la tête de l'intelligence artificielle ? Quelle est la formation des utilisateurs de l'intelligence artificielle ? Et bien entendu, on s'intéresse à la réglementation européenne. Quel est le système de gestion des risques, le système d'assurance qualité qui régit l'intelligence artificielle ? Et le suivi longitudinal, c'est-à-dire le suivi en production de ces systèmes d'intelligence artificielle, parce que, vous savez, ce n'est pas quand ils sont mis en production qu'il faut les abandonner. C'est un cycle de vie. Il faut continuer à travailler sur ces sujets d'évaluation et d'audit pour apporter la garantie nécessaire aux citoyens. Alors, quels sont les risques que vous voyez apparaître pour l'avenir ? Est-ce qu'on peut les anticiper par rapport à tout ce que vous constatez aujourd'hui dans vos audits, par exemple ? Alors, un peu comme pour la première question, je ne vais pas être technique tout de suite. Je dirais que le risque majeur aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vois, dans le contexte géopolitique dans lequel on est, c'est la vassalisation des entreprises et des organisations. C'est-à-dire la dépendance à des IA qui
qui soit extraterritoriale, qui ne soit pas française, qui ne soit pas européenne. Et ça, c'est un risque majeur, parce que ces IA qu'on internalise dans nos systèmes d'information peuvent comporter des backdoors, des pièges cyber, et donc contaminer nos systèmes d'information. Et le risque un peu plus technique, je dirais que c'est l'autonomie de l'intelligence artificielle via ce que je vous expliquais tout à l'heure, les essaims de drones dans le champ cyber. Cette autonomie, il va falloir la gérer à la fois sur le plan de l'usage et à la fois sur le plan de la réglementation. Alors, est-ce que vous avez besoin de renforts au niveau des forces de l'ordre pour lutter contre ces nouveaux risques ? Comment est-ce qu'on peut s'impliquer et quelles sont les compétences requises aujourd'hui ? Alors, j'aimerais vous dire non, nous n'en avons pas besoin parce qu'objectivement, on a des personnels de très haute technicité au sein de l'unité nationale cyber et également dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais on a toujours besoin de renforts. Parce que dans ce domaine-là, l'IA et la sécurité intérieure, on ne peut pas travailler seul. On a besoin de renforts via des partenariats avec le monde de la recherche, partenariats avec le secteur privé, mais on a aussi besoin de renforts dans le domaine du recrutement de personnes qualifiées en matière d'intelligence artificielle. Parce que, comme vous le savez, être formé en intelligence artificielle, c'est pas être formé à savoir faire des prompts. C'est savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le capot de l'intelligence artificielle. Et c'est éminemment complexe. Donc, on a besoin de ressources qualifiées. On en a quelques-unes, mais on en a besoin de renforts complémentaires. Et je rajouterai là-dessus qu'on a un atout assez considérable, c'est notre réserve citoyenne, notre réserve opérationnelle. Et là aussi, il nous apporte beaucoup. C'est-à-dire que la réserve citoyenne, vous savez, c'est plutôt des grands dirigeants qui nous apportent leur éclairage, qui viennent du monde privé. La réserve opérationnelle, ce sont aussi des gens qui viennent du monde privé, mais qui sont plutôt là pour nous apporter leur plus-value dans le développement de systèmes d'intelligence artificielle. Là aussi, c'est une vraie plus-value pour nous. Donc, vous voyez, on ne peut que jouer collectif dans ce domaine-là. Un dernier conseil peut-être pour le grand public, quelle est la règle d'or à adopter face à ces nouvelles menaces dopées à l'IA ? Alors, j'espère ne pas être trop alarmiste, mais je vais dire que la règle d'or, c'est d'être en alerte en continu. Dans le domaine cyber, on parle beaucoup de zéro trust, c'est-à-dire ne faire confiance à rien. Tout à fait. J'aime pas cette vision-là, ne faire confiance à rien. Je préfère être en vigilance permanente, en alerte permanente. Et donc, pour le citoyen, qu'il soit vigilant, que ce soit sur les mails, que ce soit sur les images qu'il reçoit, que ce soit sur les réseaux sociaux, être en vigilance, en alerte permanente, je crois que c'est déjà une belle règle d'or. Il y en a qui disent que c'est les paranos qui s'en sortiront. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je dirais que ce seront les sachants et les gens éclairés plutôt que les paranos. Merci beaucoup, Général Perrault, inspecteur général à la Gendarmerie nationale, pour cet éclairage sur la réalité du terrain. Merci beaucoup pour votre invitation. Pour la suite de cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Garance Mathias, avocate à la Cour et fondatrice du cabinet Mathias Avocat. Bonjour Garance. Bonjour Leslie. Ravie de te retrouver aujourd'hui lors de ce sommet à Chantilly. Alors, on vient d'entendre précédemment le général Perrault expliquer que la menace cyber évolue donc à une vitesse phénoménale, comme on le sait, et surtout depuis que l'IA fait partie de nos quotidiens. Donc, ma première question dans ce contexte, est-ce que le droit, qui est par nature plus lent que la technologie, arrive à suivre ces accélérations de l'IA ? Alors, je dirais qu'effectivement, que l'IA fait partie de notre quotidien depuis déjà plusieurs années. Après, la menace s'accélère, l'IA accélère tout, mais le droit a toujours eu ce temps de recul, qui lui est souvent critiqué, mais qui est aussi un besoin, parce que le droit, ça cadre l'ordre public, l'état de la société. Donc, c'est aussi une volonté, on va dire, de la construction même d'un texte juridique, d'avoir un certain recul. Alors, je ne vais pas dire du temps, parce que le temps n'a pas le même sens en droit que dans d'autres domaines, notamment le domaine technologique. Mais ces textes sont des textes qui sont tous de neutralité technologique, notamment celui de l'IA Act, dont on va parler ensemble, je suppose. Donc, il ne faudrait pas se poser la question d'une temporalité, mais est-ce que les textes actuellement applicables sont bien en adéquation avec l'état de la société ? Justement, on entend beaucoup parler de cet AI Act européen. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément juristes comme moi, est-ce que c'est une ceinture de sécurité qui va vraiment nous protéger des dérives de l'IA ? Alors, ce texte, je ne pense pas qu'il ait été conçu comme une ceinture de sécurité, pour reprendre ton expression. Il a été conçu comme un texte, dont déjà c'est un règlement, c'est une loi. Il est rentré en application il y a bientôt 2 ans, puisque l'entrée en application a été en août 2024. C'est un texte qui s'applique à l'ensemble des États membres de l'Union européenne et qui a une volonté aussi de s'appliquer. Le prisme, c'est le marché, c'est l'européen, le consommateur européen. Donc le prisme, c'est que chaque entrant qui va vouloir proposer ses modèles, ses LLM, ses systèmes d'IA au sein de ce marché de l'Union européenne doit respecter ce texte.
Et c'est un texte qui est sous l'angle des droits fondamentaux. Donc la protection de notre santé, de notre vie privée, l'absence de discrimination ou autre. Donc ceinture de sécurité, parce qu'il y a des IA à haut risque, des IA qui sont déjà interdites. Ça a été la première date d'entrée en application. Les IA interdites, tout ce qui est notation sociale, par exemple, ou autre. Donc là, on voit bien l'image ceinture de sécurité par rapport aux libertés, par rapport au respect de la démocratie. Après, par rapport aux entreprises, à l'aspect business, c'est une approche par les risques. Par rapport aux entreprises, si une IA commet une erreur cyber ou qu'elle se fait pirater et divulgue des données confidentielles de clients, qui est le responsable aujourd'hui? Est-ce que c'est le créateur de l'IA ou est-ce que c'est l'entreprise qui l'utilise ou encore même l'utilisateur final? Alors ça, c'est la question que tout le monde se pose. Donc c'est important effectivement de connaître le cadre juridique. Cadre juridique en 2 axes. Axe aussi règlement de l'IA qui ne traite pas la responsabilité, ni qui traite du droit d'auteur, qui est aussi un enjeu passionnant et nécessaire par rapport à la création. Un autre texte qui est une directive, la directive des produits défectueux, qui va donner une présomption de responsabilité. En tout cas, c'est cette orientation de ce texte qui sera transposée en droit français à la fin de l'année. Bon, alors, est-ce que les délais ne seront pas dépassés? Ça, c'est un autre enjeu. Mais la directive produits défectueux encadre la responsabilité de l'IA et donne une présomption de responsabilité à condition effectivement que les mesures étaient bien faites, à celui qui a, on va dire, au créateur, mais pas créateur au sens propriété intellectuelle, au fournisseur. Or, soit de LLM, soit de système. Il y a 2 grandes différences. Il y a l'usage de LLM et l'usage, on va dire, des systèmes d'IA. Donc oui, il y aura effectivement des responsabilités extra-contractuelles, conséquence d'un dommage, et des responsabilités aussi contractuelles. Là, ça va être le grand classique, le contrat, la loi des parties. Comment j'encadre ma responsabilité? Et il ne faut jamais oublier qu'un grand principe de l'IA, c'est que l'IA ne doit pas être décisionnaire. C'est une aide à la décision et doit toujours avoir un contrôle humain. Ça, c'est un des grands principes, c'est le contrôle humain. Donc, une responsabilité qui s'annonce sur le papier assez simple, principe de responsabilité, présomption. Après, la mise en œuvre va s'entendre d'une manière complexe parce que ça va être est-ce qu'il y a bien eu une intervention humaine? De quel type? Comment? Quels ont été les critères? Quels ont été, bien entendu, les dommages, ses conséquences, directes ou indirectes? Donc, des enjeux à discuter. Actuellement, le prisme de responsabilité qu'on a, c'est sur la création, le droit d'auteur. Donc, par exemple, si une entreprise a créé sa propre IA, c'est finalement l'entreprise elle-même qui porte la responsabilité. Mais si elle utilise une IA externe, ce sera l'entreprise qui a créé cette IA qui est responsable en cas de fuite de données, de piratage, etc. Un peu comme un fournisseur, c'est ça. Voilà. On va revenir effectivement sur une chaîne de responsabilité assez classique, la chaîne de responsabilité des fournisseurs. On va revenir aussi, quand je dis créer l'IA, c'est quoi? Est-ce que j'ai pris des LLM? Quelle typologie de LLM? Donc, il y a tout un questionnement, on va dire une démarche empirique à construire. Et la responsabilité, ça a toujours été des chaînes, voire des cascades de responsabilité, d'où le contrat, d'où des textes aussi qui encadrent les usages. Alors, est-ce que le cadre juridique actuel il permet de protéger les secrets de fabrication des entreprises françaises face à des IA qui sont souvent américaines ou encore chinoises? Alors, je dirais qu'il y a 2 axes dans ta question actuellement, Leslie. Il y a le règlement. Le règlement va effectivement encadrer l'usage avec cette intervention humaine, cette transparence, et aussi la maîtrise, puisque c'est un texte qui repose sur la gestion du risque. Donc chaque entreprise, chaque organisme va devoir mettre en œuvre sa propre gouvernance. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'autorise à être généré, à mettre dans les inputs ou dans les outputs, effectivement, pour m'en servir. Est-ce que je mets des données des collaborateurs? Est-ce que je mets le nom des clients ou autre? Là, on va revenir sur la sensibilisation, la formation des différents intervenants au sein de l'IA. Donc, effectivement, ça fait partie des bonnes règles, on va dire, d'hygiène, mais pas seulement pour l'IA, de ne pas mettre des données confidentielles, de ne pas mettre des données des collaborateurs, de ne pas mettre, on va dire, de données à caractère personnel. Tout ce qui est secret des affaires doit être défini. Donc, toujours pareil, on est en responsabilisation et en sensibilisation. Il faut savoir comment fonctionne et quels sont le cadre d'usage qui va être défini en entreprise. Justement, il y a beaucoup de collaborateurs qui utilisent des LLM, ChatGPT ou autres au bureau, parfois en cachette, sans que l'entreprise le sache. Quelles sont les 3 règles d'or juridiques que tu donnes aux entreprises pour que leurs salariés utilisent l'IA de manière encadrée?
Les 3 règles d'or, je ne sais pas s'il y en a 3, 5 ou 7, mais je dirais le principe, c'est peut-être déjà de ne pas interdire, puisque c'est le sens, on va dire, du développement. Il y a une étude de BPI France qui dit que si les entreprises n'intègrent pas l'IA, il y en a certaines d'entre elles qui risquent de disparaître. Donc les chiffres sont quand même assez intéressants. Et aussi que l'influence, mais ça c'est un grand classique aussi, vient aussi des dirigeants. Donc, tone of the top et intégrer. Intégrer veut dire maîtriser et former. Former à prompter, former à quelle aussi typologie de système d'IA qui va correspondre à mes usages et à mes métiers. Donc, cette gouvernance, c'est déjà une gouvernance, la règle d'or. Donc, c'est la direction qui doit s'en saisir, la formation, le cadre éthique, la transparence, pas interdire et mettre en place une charte qui va définir les besoins, les usages par rapport au prisme dans l'entreprise et les risques. Donc, si je résumerais en 3 mots, accessibilité, formation et bien entendu sécurité. Et enfin, dernière question, Garance, est-ce qu'on risque des sanctions comme avec la RGPD si on utilise mal l'IA en entreprise ? Alors, les sanctions, elles ne seront pas sur les collaborateurs, à moins que la charte éthique soit une charte qui soit annexée au règlement intérieur et qui ait une valeur disciplinaire. Donc là, ça va être à la même chose qu'on connaît habituellement dans les chartes dites informatiques. Donc, c'est un cadre qui va devoir être défini, circonscrit. Il ne faudra surtout pas que les entreprises, quand elles en ont un, oublient l'information, consultation du CSE, puisque ça reste une nouvelle manière de travailler, un nouvel outil, avec aussi des possibilités, des impacts sur la santé. Parce que l'IA a des biais, peut aussi halluciner, donc ce cadre sera important. Les sanctions seront prononcées par des autorités de contrôle, soit nationales, soit européennes, avec le bureau de l'IA. C'est des sanctions qui vont être sur le chiffre d'affaires annuel mondial, un petit peu comme on connaît avec la réglementation sur la protection des données. Les sanctions sont plus élevées, ça va être par exemple 7% en cas d'usage d'IA interdite. Pour l'instant, il n'y en a pas eu de prononcé. Or, c'est vrai que les entreprises voient une approche par les risques, mais indépendamment d'une sanction administrative, il y a le risque contractuel qui est là et surtout le risque de réputation, le risque de fuite de données, donc un risque d'image important, indépendamment de perte de business et non pas créateur de business et d'innovation. Merci beaucoup Garance Mathias, donc avocate à la Cour et fondatrice du cabinet Mathias Avocat. Et pour aller plus loin, chers auditeurs, je vous recommande l'ouvrage IA, cybersécurité et data, garantir la conformité numérique, qui a été publié par le cabinet Mathias Avocat et que j'ai là sous la main durant notre enregistrement. Encore merci Garance. Merci Leslie, merci pour tout. Pour conclure ce tour d'horizon, j'ai le plaisir de recevoir Freddy Elmaleh, directeur de la cybersécurité du groupe InVivo. Bonjour Freddy. Bonjour. Alors après la vision régalienne du général et le cadre juridique de Garance, Freddy va nous apporter la réponse à la question que tout le monde se pose. Dans la vraie vie d'une entreprise de 14 000 collaborateurs, est-ce que l'IA est perçue plutôt comme un accélérateur business ou comme le nouveau cauchemar du département cyber ? Eh bien, écoute, je dirais les deux, même si ça reste avant tout un accélérateur business. Juste pour bien positionner tout ça, avant de répondre à la question, je vais peut-être rapidement présenter l'activité d'InVivo, oui, avec plaisir. Pour que derrière mes exemples puissent aussi, autour de l'IA, soient aussi plus parlants. Donc InVivo, c'est une union de coopératives agricoles. On a un chiffre d'affaires annuel d'environ 12 milliards d'euros et notre activité est répartie dans une trentaine de pays à travers le monde. L'activité porte sur 4 pôles, un pôle agriculture avec des produits et des services aux agriculteurs. On sème, on récolte des céréales, de l'orge, du blé, du maïs, du soja. On a une activité autour du commerce du grain à l'international. Donc on exporte des céréales de France à destination du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. De l'agroalimentaire, on a une centaine d'usines un peu partout. On est les premiers producteurs de malt au monde et premiers meuniers en France. Et puis une activité retail avec 1700 magasins autour de 2 pôles, la jardinerie avec Jardiland gamme vert, et puis la boulangerie artisanale avec les boulangeries Louise. Donc voilà, ça c'était pour faire un peu le lien maintenant avec des exemples d'accélérateurs business pour InVivo. Ça représente une opportunité qui est énorme dans tous les secteurs aujourd'hui. Et je trouve que c'est en fait assez incroyable ce qu'on vit actuellement, parce que si je prends à l'échelle d'InVivo, on utilise l'IA à plusieurs niveaux. Déjà pour des fonctions corporate, ça va être du réaiguillage des factures vers les bons services, de la surveillance de contrôle, des processus, des contrôles autour des processus financiers notamment, pour identifier la cohérence, le contrôle interne, les alertes en cas de fraude, etc.
Et puis par rapport à nos activités, si on prend par exemple l'agriculture, on va avoir un assistant vocal qui lui va être boosté à l'IA et qui sera capable d'interpréter des comptes rendus d'opérations terrain, de les classer, d'aller lancer des actions si nécessaire liées à ces comptes rendus. On va aussi être capable d'optimiser en fait tout ce qui est organisation des moissons et les coûts logistiques associés. Ça, c'est sur la partie agriculture. Sur la partie melterie, on peut avoir aussi un point que je trouve particulièrement intéressant. C'est qu'on étudie une IA qui va permettre d'améliorer les prévisions sur les récoltes et optimiser notamment la surveillance de la santé des cultures, de l'optimisation de la gestion de l'eau, etc. Voilà. Et puis je termine rapidement sur le retail. On va être capable de rédiger des descriptifs de fiches produits qui vont respecter les règles d'or du marketing et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est les points positifs business, on peut dire, qui sont apportés par l'IA. Donc vous avez vraiment embrassé l'IA entièrement dans tous les secteurs dans lesquels vous travaillez. Exactement, ouais. Ça fait 1 an qu'on y travaille. Voilà, donc ça, on pense que c'est une vraie opportunité. Ensuite, il y a le revers de la médaille, parce que qui dit évolution technologique dit aussi nouvelle façon d'attaquer. Et c'est sûr que là-dessus, l'IA ouvre la possibilité à des attaques, et surtout à des attaques qui sont accessibles par un nombre beaucoup plus important de personnes. Alors, comment est-ce que l'arrivée massive, justement, de l'IA générative a bousculé ta stratégie de sécurité ces derniers mois ? En quoi l'IA élargit-elle la surface d'attaque ? C'était le sujet du Big Talk ce matin au Active Summit. Alors, c'est sûr que l'IA élargit énormément la surface d'attaque aujourd'hui, et forcément, ça vient bousculer nos stratégies, surtout si on coupe ces évolutions technologiques au contexte géopolitique actuel et aux enjeux actuels. Parmi les risques apportés par l'IA, donc on ne peut pas être exhaustif, mais évidemment, il y a la première à laquelle on pense, c'est les améliorations au niveau des phishing et de l'ingénierie sociale, qui sont toujours plus convaincants. Voilà, on peut oublier maintenant les recommandations précédentes qui étaient attention, s'il y a des typos, s'il y a des fautes de grammaire, c'est qu'il y a un problème. Non, maintenant, il y a plus ces erreurs-là. Les deepfakes, tout ce qui est deepfake audio et vidéo pour cloner la voix, pour cloner le visage d'un collaborateur avec des outils qui sont accessibles à tous aujourd'hui et quasiment gratuitement. Et puis, on sait qu'il y a une étude de Surfshark qui est sortie récemment qui montre que le cumul des pertes associées à des deepfakes a dépassé les 860 millions d'euros en 2025. Et vous faites beaucoup attaquer par ces biais-là Sur des deepfakes, on commence à en avoir. On n'a pas encore subi d'attaque avérée là-dessus. Les collaborateurs restent vigilants parce que ce n'est pas encore parfait. Mais on n'est pas loin de la perfection, donc je pense que ces attaques vont avoir lieu. Il y a eu le cas il y a quelques mois à Hong Kong avec une personne qui a versé 25 millions de dollars à la demande d'un supérieur. Énorme. Donc voilà, on sait que ça existe. Et puis, d'une manière générale, aujourd'hui, l'IA fonctionne un petit peu comme de la magie. On implémente des solutions à base d'IA, on les teste, ça semble fonctionner, et puis on fait confiance dans la limite du raisonnable. Le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment capable aujourd'hui de comprendre ce qui est décidé, comment c'est décidé. Et finalement, d'un point de vue cyber, nous, on garde en tête le fait qu'on peut bien protéger ce qu'on est capable de comprendre. Aujourd'hui, l'IA, je ne connais pas beaucoup d'experts cyber qui soient aussi experts IA. Et on dit souvent que le maillon faible en cybersécurité, il est entre la chaise et le clavier, donc c'est l'être humain. Mais avec l'IA qui permet de créer des arnaques donc très crédibles, comme tu viens de l'expliquer, comment est-ce que vous faites chez InVivo pour que vos collaborateurs ne tombent pas dans le panneau ? Alors c'est vrai que l'IA élève beaucoup ce niveau des cyberattaques, comme on le disait juste avant. Et ces attaques, elles ne reposent pas juste que sur de la technique, elles vont aussi beaucoup reposer sur de la psychologie, sur le maillon faible qui est l'être humain. Donc à chaque campagne de phishing qu'on organise au niveau d'InVivo, il y en a une à peu près toutes les 2 semaines, on a toujours des personnes qui vont aller cliquer trop vite, c'est systématique. Et un clic peut tout faire basculer, on le rappelle. Exactement. Et en fait, c'est un fait qu'on doit accepter. Aujourd'hui, un phishing bien fait peut même piéger un expert. Donc, il faut accepter qu'on aura toujours au moins un collaborateur qui finira par cliquer. On ne doit pas chercher à tout prix à éviter que quelqu'un se trompe, mais on doit plutôt construire un système qui fait qu'une erreur humaine ne va pas suffire à engendrer une attaque qui va impacter l'ensemble du système d'information. Donc côté InVivo, aujourd'hui, on a les actions classiques et historiques que tout RSSI connaît, avec, on a 2 campagnes de phishing par mois. L'objectif est simple, ça va être d'entraîner de manière concrète nos collaborateurs. Et puis on a nos clickers fous, ceux qui cliquent régulièrement et très souvent. Donc ceux-là, on essaie de les prendre
dans des sessions dédiées et puis d'arriver avec des moyens un peu plus pragmatiques et pratiques pour eux. Notamment, on a inventé un moyen mémotechnique qu'on appelle CLIC, C-L-I-C, en espérant qu'ils aient le déclic de penser au clic et qui est de dire, OK, le premier, le C, c'est le contexte. Donc, c'est comprendre le contexte, comprendre l'objectif du mail et se prendre du recul par rapport à ça. Le L, c'est pour le lien. Donc, c'est analyser le lien hypertexte qui se trouve dans le message. Vérifier qu'il n'y a pas de... Voilà, que c'est le bon lien, qu'il n'y a pas de typo dedans. Voilà, que ça pointe bien vers un vrai nom de domaine qui existe, etc. Le I, c'est pour identité. Donc, c'est de contrôler l'identité de l'expéditeur. S'assurer de regarder que le nom de domaine est correct, etc. Son adresse mail. Voilà. Et puis, le dernier C, c'est contact. C'est contacter la cyber en cas de doute. Pour nous prévenir. Et puis, nous, on ira leur dire si effectivement ça sent pas bon ou pas. Et on préfère les faux positifs. Voilà. Donc, ça, on va dire que c'est la méthode old school. Ensuite, il y a la partie deepfake dont on parlait tout à l'heure. Et là, on ne peut plus vraiment croire ce qu'on voit ni ce qu'on entend. Et ça va poser d'énormes soucis de confiance au-delà même de l'IT et de la cyber. D'une manière générale, d'un point de vue information, on a un vrai risque autour de ces deepfakes qui sont quasi parfaits aujourd'hui. Donc, pour répondre à cette question, ce qu'on a fait, et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus long terme, on a opté pour une sensibilisation autour du deepfake pour aller sensibiliser nos top management en faisant un deepfake audio, notamment de notre PDG. Il était aussi présent et c'était avec son accord. Ah, vous les entraînez avec votre propre PDG. Okay. Montrer combien il était facile, avec quelques euros et 2 heures de notre temps, faire un deepfake de la voix de notre PDG pour aller expliquer pourquoi un journaliste de BFM allait les contacter pour leur demander d'aller confirmer que les données qui ont fuité sont bien les leurs. Alors, de quoi est-ce que vous auriez besoin en plus pour toujours mieux sensibiliser les collaborateurs aux nouveaux risques liés à l'IA ? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ce que vous faites aujourd'hui ou est-ce que vous auriez besoin de plus de budget ? Est-ce que vous avez besoin de plus de talents qui s'y connaissent dans ce sujet-là ou simplement est-ce que c'est difficile aujourd'hui de changer les habitudes des gens et on ne peut rien faire de plus ? Alors, ce n'est pas un problème de budget. Je pense qu'on a les moyens de pouvoir avancer. C'est plus un moyen de capacité. Aujourd'hui, les collaborateurs sont extrêmement intéressés par la cyber, aussi bien sur un point de vue pro que perso. On l'a vu, on a monté une communauté cybersécurité à l'échelle du groupe. On a eu beaucoup de personnes qui ont répondu présent, etc. Donc, on sent un vrai intérêt à la cyber. Je pense que le principal frein à la sensibilisation, c'est du fait de l'accélération de ces attaques et de l'inventivité des attaquants, notamment à cause de l'IA. Donc, il faut avoir des bases qui sont vraiment solides et surtout être toujours en mode parano si on ne veut pas devenir une victime. Et en fait, la difficulté, elle est là, c'est que les capacités d'attaque évoluent vite et c'est souvent compliqué pour un collaborateur qui n'est pas sensibilisé à l'IT d'aller s'adapter à ces risques. Et puis ensuite, on a certaines attaques qui ont tellement évolué qu'il n'existe aujourd'hui pas de solution technique pour les détecter. Typiquement, le deepfake sur une vidéo, j'ai pas de solution pour le détecter. Une deepfake sur de l'audio, là, en fait, on essaie de voir d'autres approches qui permettent de dire valide auprès de ton interlocuteur un souvenir ou quelque chose que vous avez échangé, quelque chose en commun, qui permettra de valider. Alors, si on se projette sur 2 ans, quelle place aura pris l'IA dans ton quotidien de responsable sécurité ? Comment tu vois les choses ? L'IA, demain, sera omniprésente, mais rarement visible, à mon avis. Donc, ça veut dire qu'elle va remplacer le rôle de décision dans certaines situations, notamment défensives, parce qu'en face, on aura des attaques qui seront de plus en plus automatisées au travers de l'IA. C'est ce qu'on disait ce matin. Donc, nous, on va pouvoir automatiser notre défense également. Et je pense qu'on va nécessairement avoir besoin d'automatiser notre défense si on ne veut pas être nous-mêmes dépassés. Et dans une moindre mesure, on prendra beaucoup plus de risques que l'attaquant, parce que l'attaquant, s'il casse, c'est pas un problème. Nous, si on casse en défendant, c'est un souci. Voilà. Et puis après, lors d'une crise, l'IA va aussi pouvoir nous aider fortement sur nos capacités d'investigation. Donc ça, je pense que c'est quand même très positif. Et finalement, le rôle du responsable demain, il va être plutôt de structurer l'usage autour de l'IA et de garder le contrôle humain sur les décisions critiques. Et je pense que le marché va plutôt évoluer autour de ces éléments où finalement on va déplacer le travail vers davantage de stratégie, de supervision, de compréhension des risques complexes, alors que les tâches répétitives, elles, seront gérées par l'IA. Et je retiens aussi cette difficulté, ce challenge de sensibiliser autour des deepfakes, reconnaissance d'une vraie ou d'une fausse vidéo, d'une vraie ou d'une fausse image, qui va continuer du coup à nous challenger sur l'avenir. Merci beaucoup, Freddy Elmaleh, directeur de la cybersécurité du groupe InVivo, pour ton retour d'expérience donc, sur l'arrivée de l'IA dans ton quotidien d'expert en cybersécurité. Merci beaucoup, à bientôt.
Pour conclure cet épisode, je suis avec Odile Dutil, présidente du Clusif et CISO Group de la Caisse des dépôts. Bonjour Odile. Bonjour Leslie. Le Active Summit touche à sa fin et j'aurais aimé avoir un petit peu ton retour sur cet événement. Qu'est-ce qui t'a plu ? Comment est-ce que tu l'as vécu ? Alors moi, c'est un événement que j'aime beaucoup, le Active Summit, parce que c'est un événement qui réunit un petit groupe de personnes. C'est à taille humaine, donc on a le temps de tous se parler, de tous échanger. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est le format du Big Talk, le format des ateliers, où en fait, la salle interagit avec les intervenants. Et ça, c'est toujours intéressant parce que ça donne lieu à des débats, et sans langue de bois. Donc, on se parle vraiment entre nous. Et on a la possibilité d'intervenir sur un sujet si ça nous semble pertinent. Et puis le dernier point, c'est que les thématiques abordées sont vraiment les thématiques d'actualité, ce qui nous préoccupe, nous, dans le monde de la cyber, ce dont on parle. Et moi qui aime beaucoup cet esprit d'échange, c'est pour ça que je suis présidente du Clusif, parce que j'aime beaucoup cet esprit d'échange, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors justement, j'allais te demander, qu'est-ce que tu es venue chercher au Active Summit cette année ? Je suis venue, en fait, pour rencontrer aussi de nouvelles sociétés. De nouvelles startups. Je suis venue à la rencontre de 3 ou 4 nouvelles sociétés, ce qui est toujours, pour moi, hyper riche. On a pris des rendez-vous. On a des rendez-vous courts, une demi-heure. C'est un petit peu du teasing pour savoir si, oui ou non, ça vaut le coup après de planifier un rendez-vous par la suite. Du coup, j'en ai planifié 3, donc ce qui est plutôt bien. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'échange entre pairs. Voilà, pour pouvoir parler sans langue de bois des vraies problématiques. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau lieu ici à Chantilly ? Eh bien, écoute, j'ai trouvé que c'était très bien. J'avoue, j'étais un peu sceptique au départ. Quand j'ai vu qu'on quittait Deauville, je me suis dit, c'est dommage, j'aime beaucoup Deauville. Mais en fait, Chantilly, c'est très agréable, c'est plus aéré, on a plus d'espace pour se rencontrer. Et finalement, c'est très bien fait, puisque pour aller aux ateliers, on passe au travers du corner des startups. Et c'est intéressant parce que du coup, on s'arrête et on peut discuter. Donc vraiment un lieu propice aux échanges. Est-ce que tu reviendras l'an prochain ? Avec grand plaisir. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Odile pour ce retour d'expérience. Merci Leslie. C'est la fin de cet épisode hors série enregistré au Active Summit, le sommet dédié à la cybersécurité organisé par République Cyber à Chantilly. Je tiens à remercier Jérôme Durand pour l'invitation ainsi que les équipes de République IT et République Cyber pour l'organisation. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner aux médias République IT pour suivre les actualités du secteur. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. À très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.